Bien, merci aux éventuels nouveaux arrivants de venir nous accompagner pour cet après-midi d'hommage à notre ami Étienne Tassin. Comme on a eu l'occasion de le souligner tout à l'heure, Étienne mettait volontiers ses pas dans ceux d'Arendt pour engager la réflexion qui lui était propre, mais il lui arrivait aussi d'élaborer ses propres catégories, au premier chef celle qui nous intéresse aujourd'hui, enfin cet après-midi maintenant, à savoir celle de cosmopolitique. Écartons d'emblée un malentendu, il ne s'agit pas pour Étienne Tassin d'élargir simplement notre compréhension de la chose politique en lui adjoignant comme dimension supplémentaire une perspective cosmopolitique entendue au sens classique du terme. Non, c'est la politique elle-même et en tant que telle qu'il faut entendre comme une cosmopolitique, quitte à modifier la graphie du terme, c'est-à-dire en l'écrivant avec un trait d'union. Précisons un petit point de grammaire, dans notre langue et dans notre tradition philosophique, le mot cosmopolitique n'existe normalement que sous forme d'adjectif. Par exemple, on parle chez Kant d'une histoire au point de vue cosmopolitique ou du droit cosmopolitique, le seul substantif normalement disponible étant le concept de cosmopolitisme, au sens où on parle par exemple du cosmopolitisme stoïcien qui consiste, comme on sait, à considérer le monde comme une grande cité et à agir et à penser comme si on était un citoyen du monde. Le néologisme cosmopolitique, le trait d'union est requis quand on l'emploie comme adjectif pour bien le démarquer du sens classique, mais que Étienne écrit sans trait d'union quand il l'emploie comme substantif. Donc, cosmopolitique en substantif désigne une dimension fondamentale de la politique, celle-ci étant entendue en un sens non plus positif ou descriptif, par exemple la politique telle qu'on l'étudie dans les sciences politiques, mais en un sens plutôt normatif, celui d'une vie pleinement politique, d'une vie politique authentique. Et quand on considère la vie politique authentique, elle se présente comme une cosmopolitique. Mais comment faut-il entendre la chose ? Comme on l'a dit amplement lors de la séance précédente, les hommes ne vivent de façon véritablement politique que lorsqu'ils agissent. Autrement dit, lorsqu'ils sont pleinement acteurs sur une scène où ils agissent comme des citoyens. Or, la thèse, et en même temps la conviction profonde d'Étienne, est que chaque fois que les hommes agissent véritablement, qu'ils se conduisent comme de véritables citoyens, ce qui est en jeu à travers leur action, c'est la question du monde. Et alors ça n'est pas facile de savoir toujours exactement ce que Étienne entend par monde. Il emploie très fréquemment cette expression. Il y a même une phrase que je n'ai pas retrouvée, mais qui m'avait frappé, parce que une phrase de 4 lignes et demie dans laquelle le mot monde revient 5 ou 6 fois, avec manifestement des sens qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est une vraie difficulté que de comprendre ce qu'il faut mettre sous ce terme de monde. Il me semble possible de distinguer 4 sens. L'action politique se déploie dans une dimension cosmopolitique en tant qu'elle a lieu sous l'idée de ce que pourrait être notre monde. Sous l'idée donc de la nouvelle communauté qui surgit dans l'action citoyenne partagée en tant qu'elle est une préfiguration d'un autre monde possible. Et ce monde est en l'occurrence un monde commun. Nous y faisons l'expérience de ce que nous avons en commun par-delà nos divisions, et même, dit par moment Étienne, par nos divisions. Je me suis demandé un moment s'il y avait une... J'aurais dû poser la question à Guillaume tout à l'heure, s'il y avait eu une erreur de typographie, s'il ne manquait pas de là, mais non, il semble bien que ce soit commun par nos divisions, dans le jeu de nos divisions, en tant qu'il nous permet de produire un collectif politique. Il faut bien sûr insister sur la dimension d'expérience. Il ne s'agit pas seulement de caresser une utopie, d'agir sous l'idée d'un monde qui pourrait advenir. Parce que ce monde, dit Étienne, en un sens, il est déjà là. Il émerge à travers nos actions comme un monde commun
Il dit même à un moment, c'est le monde quotidien, soudain vu autrement. Et il a une formule tout à fait étonnante et belle. Il dit le monde surgit comme une grâce surnuméraire par rapport à ce qui est le registre habituel de nos activités et de nos préoccupations. Page 6 de son ouvrage, dans l'introduction, il a une très belle formule aussi à propos d'une action qu'un certain nombre d'acteurs ont eue en partage. Il dit « Là, nous sûmes quel pourrait être notre monde ». Voilà le premier sens, me semble-t-il, dans lequel le mot « monde » est pris et qui éclaire donc le sens possible du mot cosmopolitique. Un autre sens, le second, c'est que la politique ainsi repensée est nécessairement habitée par le souci du monde. Il dit dans son introduction « Le souci du monde est au cœur de l'agir politique ». Introduction de Un monde commun. Alors là, monde est pris dans le sens plus classique de notre monde actuel comme totalité géopolitique engagée dans le procès d'une histoire mondiale. Nous avons, lorsque nous agissons politiquement, d'une certaine façon, plus ou moins explicite, plus ou moins consciente, le souci de ce que le monde devient, de ce que notre monde devient. Ce souci est de deux ordres. C'est en particulier bien développé dans le chapitre 11 de son ouvrage. Il est d'ordre patrimonial, il est aussi d'ordre environnemental. C'est au fond le thème plus classique de l'inquiétude concernant le monde que nous léguerons aux générations futures. Mais c'est aussi le souci de conservation, de préservation et de reprise du monde qui nous a précédés, qui nous lègue, sur la fameuse formule, un héritage qui est sans testament, mais qui néanmoins nous lègue un héritage. Troisième sens, l'action cosmopolitique en tant que le concept de monde s'oppose au principe de fermeture qui régit les États-nations. Alors là, on se rapproche du sens plus classique du cosmopolitisme, mais il est important de noter que c'est le thème phénoménologique de l'ouverture au monde, voire de l'ouverture du monde, qui se trouve alors investi d'un sens proprement politique. Ce qu'a apporté la phénoménologie, c'est que le monde n'est pas comme un environnement, un espace qui nous entourerait et dans lequel nous serions simplement insérés. Nous ne sommes pas inclus dans le monde, nous sommes au monde. Le monde, c'est un espace qui s'ouvre devant nous, c'est donc un ensemble de possibilités qui s'ouvrent devant nous et qui nous appelle d'une certaine façon à habiter ce monde sur le mode de l'être au monde. Eh bien, penser la politique dans sa dimension cosmopolitique, c'est réfléchir en particulier à tout ce qui se joue dans ces lieux qui mettent en question la fermeture, la clôture sur eux-mêmes des États-nations, aux frontières, dans les camps de transit, là où nous expérimentons que les migrants, bien qu'ayant perdu le monde lié à leur terre natale, se montrent capables, en construisant, comme ils le firent dans la jungle de Calais, une cité véritablement cosmopolite, de donner corps, à leur façon, à cette idée d'une possible citoyenneté mondiale. La cosmopolitique se prolonge alors, et je pense que Sophie-Anne tout à l'heure nous en touchera un mot, en une authentique xénopolitique. Quatrième point, cette dimension cosmopolitique ne se révèle pas seulement via l'analyse de la condition migrante, elle se manifeste aussi dans l'effort caractéristique de l'action et de l'engagement d'Étienne, l'effort pour mettre en relation les expériences démocratiques qui se produisent dans différents pays, dans le respect de leur singularité, mais en mettant en évidence les correspondances, voire les traits éminemment partageables que présentent ces diverses expériences politiques. Étienne Tassin, depuis les années qu'il avait passées au Collège international de philosophie, où j'avais eu le plaisir d'ailleurs d'être directeur de programme en même temps que lui, s'était beaucoup intéressé à l'Amérique latine, un intérêt qui n'a jamais cessé puisque l'un des tout derniers livres collectifs auxquels il aura participé s'intitule « La diagonale des conflits, expérience de la démocratie en Argentine et en France ». Alors c'est à tenter de clarifier et d'articuler une partie de ces enjeux que nous allons nous employer dans la séance qui vient. Nous reviendrons d'abord, dans un premier temps, sur le retravail qu'Étienne Tassin fait subir au concept de monde tel que l'avait construit Hannah Arendt,
concept primitivement lié à l'œuvre, mais qui se trouve jouer un rôle en rapport avec la théorie de l'action, prenant alors un sens éminemment politique. Cet aspect des choses sera pris en charge par Catherine Cocchio, qui est tout à fait à la gauche de cette tribune, et que je salue et je remercie, professeur de littérature comparée à l'UFR Lettres et Cinéma de l'université Paris Diderot, qui est l'université où enseignait Étienne. Ensuite, nous examinerons plus précisément la notion de monde commun. C'est Sophie-Anne Bizio, qui est à ma gauche. J'ai oublié ta raison sociale. Je travaille au Parlement européen sur la critique des politiques migratoires. C'est ça? Voilà. Sophie-Anne était assurément la mieux placée pour présenter cet aspect des choses, puisqu'elle a publié un livre intitulé « Commun parce que divisé, le monde à l'épreuve de l'étranger ». Puis, dans un troisième temps, nous nous arrêterons non seulement sur la tentative dans laquelle Étienne s'était très concrètement engagé de mettre en relation les expériences démocratiques qui se produisent dans différents pays, mais nous verrons que son souci était plus particulièrement d'obtenir du monde de la recherche lui-même qu'il renonce au principe de clôture qui le régit ordinairement en vue de constituer des collectifs intellectuels et militants d'un type nouveau, construit de chaque côté de l'Atlantique, comme il avait contribué à le faire dans le cadre d'un travail de 3 années, réunissant des chercheurs français et des chercheurs étrangers. L'idée étant d'impulser une sorte de réorientation proprement cosmopolitique de la recherche, comme le montrera Denis Merklén en présentant précisément ce livre, La diagonale des conflits, qu'il devait coéditer avec Étienne et qu'il aura dû malheureusement publier sans lui. Je remercie également Denis d'être des nôtres. Je précise, Denis, que tu es sociologue, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, donc maintenant à Paris 3, mais que tu étais longtemps également professeur à Paris Diderot, donc collègue direct d'Étienne. Voilà, et bien je passe la parole à Catherine pour la première dimension. Oui, merci Alain d'avoir distingué si clairement ces 4 sens. Et en t'écoutant, je me disais que Hannah Arendt, en fait, à chaque sens que tu énumérais, je retrouvais du Arendt, d'une manière ou d'une autre, et c'est de ça que je vais parler. Donc l'ancrage de la pensée d'Étienne dans celle de Arendt au sujet de la notion de monde et de celle d'agir, d'action. Lorsque tu m'as proposé ça, j'ai accepté volontiers, d'abord parce que cette notion de monde est ce qui met au fond le plus précieux chez Arendt, et plus précisément la notion qu'elle utilise moins souvent, mais qui est là chez elle, de croyance au monde, qu'on trouve dans Qu'est-ce que la politique, mais aussi parce que le prix qu'a pour moi la pensée d'Étienne, et celui qu'a eu aussi sa personne, qui était la personne d'un collègue, d'un ami, sont profondément liés. Au fond, je m'en suis rendu compte en réfléchissant pour ce travail aujourd'hui, à l'usage, au genre d'usage qu'il a fait de l'œuvre de Arendt, qui est un usage politique, bien sûr, philosophique aussi, épistémologique également, mais aussi existentiel. Un usage qui est allé d'une lecture de spécialistes, dans Le Trésor perdu, Hannah Arendt, l'intelligence de l'action politique, lecture savante, déjà très politique, à l'élaboration d'une méthode philosophique originale qu'il expose dans son dernier livre, dont on a parlé tout de suite, Pourquoi agissons-nous? Questionner la politique en compagnie de Arendt, qui est un livre d'une grande précision, presque didactique, mais aussi plein d'humour. Et Arendt donc, est prise pour guide, comme il le dit lui-même, dans un travail qui est proprement philosophique, mais qui, plutôt que d'ajouter une nouvelle théorie à d'autres, il y a même une critique de la théorie dans ce livre, veut travailler à la compréhension des situations présentes, compréhension pas seulement de ce qu'est l'action politique en général, mais de ce qu'elle pourrait être aujourd'hui. Cette méthode se réclame de l'exercice de pensée pratiqué par Arendt, de sa constante articulation de la pensée aux expériences, qui l'a fait se démarquer des philosophes, et poser la question de ce que peut signifier la politique aujourd'hui, question qu'il repose lui, Étienne, à son tour, mais à nouveau frais, cette expression est importante, et au fond c'est par là qu'il est, comme le disait Arendt en lisant Jaspers, tout au présent.
Jaspers disait qu'il fallait éviter le piège du passé et du futur pour être tout au présent. Et donc être tout au présent, pour Étienne, ça aura été suivre les pas de Arendt en actualisant sa pensée, en se donnant la liberté de la contredire parfois, ou d'extrapoler, ou d'aller ailleurs sur certains points, les points qui sont nécessaires à la saisie d'un présent différent du sien. Mais comme chez elle, cette méthode vise à penser autrement chaque objet, sur le plan philosophique et sur le plan politique toujours articulé, et à opérer ce qu'il appelle une conversion mentale qu'il a dit proche de la conversion utopique d'Amansour, mais qui s'inspire aussi du Rouletabille de Gaston Leroux. Philosopher, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est raisonner par le bon bout. La formule est citée en épigraphe du livre « Pourquoi agissons-nous ?» et elle est glosée beaucoup plus longuement à la fin du livre qui d'ailleurs s'achève de manière assez littéraire, non seulement avec Gaston Leroux, mais avec Diderot. Et je dirais un mot au passage de ce rapport à la littérature, peut-être je le questionnerai, puis après tout c'est de là que je viens. Et d'ailleurs c'est avec des étudiants de lettres de master que je me suis penchée sur cette fameuse notion de croyance au monde que j'évoquais tout à l'heure, 3 ans durant, notion tout à fait fascinante et à mon avis d'un extraordinaire rapport dans le domaine de l'esthétique et du poétique dans leur lien avec le politique. Cet usage philosophico-politique de Arendt, Étienne le savait singulier parmi les philosophes. Il a précisé cela, entre autres, lors d'un colloque qui a eu lieu en avril 2017 qui s'appelait « Pourquoi Arendt importe ?», qui avait été organisé par Anne-Marie Reviello et Martine Lebovici. Et son intervention à lui portait sur les usages d'Arendt dans la reconceptualisation du politique, comment les philosophes lisent des philosophes, et il évoquait l'usage que faisait Judith Butler de Arendt dans son livre « Rassemblement », pluralité, performativité et politique, usage qu'il estimait à bon escient politique, mais erroné, d'après lui, sur la distinction publique et privée. Je rappelle que ce colloque « Pourquoi Arendt importe ?» se voulait une réponse aux propos d'Emmanuel Faye sur les accointances ou les complaisances de Arendt vis-à-vis du nazisme, via Heidegger. Faye, selon qui Arendt avait, je le cite, pris la responsabilité intellectuelle d'élever les écrits de Heidegger, dont elle savait qu'il comportait un vibrant éloge du mouvement national-socialiste, au rang de paradigme de pensée. J'ajoute qu'un an plus tard, j'ai entendu Emmanuel Faye, au printemps dernier, dans ma propre fac, faire une lecture schmittienne, et pas seulement heideggerienne, de Arendt, lecture à mon avis proprement délirante, assimilant sa notion de pluralité, la notion arendtienne de pluralité, à la notion de Gemeinschaft. Or, comme le savent les lecteurs de Arendt et comme l'ont montré plusieurs chercheurs et chercheuses, celle-ci s'est appropriée certaines catégories de Heidegger en effet, mais au service de ce qui leur manquait fondamentalement à ses yeux à elle, c'est-à-dire une pensée politique des affaires humaines, comme elle le disait, une pensée du monde comme concept politique lié à la pluralité humaine. Ainsi, en particulier, elle a fait cela avec la notion même de commencement, dont il a été question tout à l'heure, qui chez Heidegger désignait un événement extraordinaire advenant au cours de l'histoire qui était une histoire de l'être, avec un grand E, et le Führer était un de ces événements, tandis que le commencement devient chez elle la catégorie politique par excellence, le foyer des paradoxes révolutionnaires qu'elle analyse dans De la Révolution, le paradoxe de l'archet anarchique, lui-même lié au paradoxe du monde acosmique. Paradoxes sur lesquels Étienne est revenu dans son dernier livre de manière, je parle des foyers des paradoxes révolutionnaires en particulier, de manière très passionnante et je trouve très précieuse aujourd'hui. J'ajoute que l'une de ses dernières interventions en colloque portait sur l'expérience révolutionnaire syrienne. C'était moi, cette fois, qui l'avais invité, un colloque que j'avais co-organisé avec une équipe de Syriens, chercheurs syriens, Syrie à la recherche d'un monde, en décembre 2017. Et c'était une intervention vraiment lumineuse. On y a vu s'illustrer sa méthode vraiment de manière lumineuse à propos d'une révolution qu'il savait ne pas bien connaître. Mais sa lecture de Arendt l'a fait aller à l'essentiel, en évoquant en particulier l'expérience des comités locaux, telle que l'avait relatée une jeune révolutionnaire exilée qu'il avait rencontrée à Amman. L'expérience des comités locaux, en fait, en Syrie, a, pour une part, refait surgir la tradition conseilliste, d'ailleurs d'une manière consciente pour certains des doctrinaires syriens qui ont été à l'origine de ces expériences. Omar Aziz. Le concept de monde central chez Arendt est en quelque sorte tendu chez Étienne comme un arc entre deux pôles, je dirais l'idée du monde acosmique et l'idée du monde commun.
Monde commun qui est la visée de sa cosmopolitique qui prend acte de cet acosmisme moderne que Arendt a permis, selon lui, de penser encore en termes politiques, en réinvestissant, paradoxalement, l'idée de monde à partir de sa destructibilité, à partir de l'absence de cadre, de l'absence de fondement, à partir de l'acosmisme qui devient l'argument même de l'action politique, par laquelle le monde devient une visée précisément en tant que monde commun. Donc c'est là le premier grand retournement en fait, qu'effectue cette philosophie, la première opération propre à cette conversion mentale. Arendt est citée tout au long du livre Un monde commun pour une cosmopolitique des conflits. Elle est citée à côté de Kant, Weber, Clastres, et elle permet de répondre à Carl Schmitt, à Habermas, à Derrida, entre autres. C'est sur la pensée arendtienne du monde, et pas seulement sur son analyse de la patridie dans l'impérialisme, que s'appuie sa xénopolitique, la xénopolitique d'Étienne, qui l'oppose aux politiques pseudo-migratoires contre lesquelles il a guerroyé avec Camille Louis, en trempant là encore sa pensée dans l'action, à Calais en particulier, ce qui lui a fait développer une anthropologie de ce qu'il appelait la condition migrante, et une vision du monde comme ce qu'il a appelé aussi asile d'exilés, mais aussi communauté d'étrangers, c'est-à-dire qu'il y a bien en fait une notion de communauté chez Étienne, mais c'est précisément la communauté des étrangers. Et cette communauté des étrangers ou asile d'exilés s'oppose au fameux globe soumis aux lois du marché et de la communication. Alors au départ, il y a ce que Arendt a appelé le souci du monde, ou encore l'amor mundi, vieille formule latine empruntée à saint Augustin, à qui elle avait consacré sa thèse, et qu'elle retourne en partie pour lui faire exprimer une inquiétude proprement actuelle, celle d'un siècle qui aura été marqué par 2 guerres mondiales et les expériences totalitaires et la bombe atomique. Je la cite, c'est dans Vie politique. « Le monde et les hommes qui l'habitent font d'eux. Le monde s'étend entre les hommes et ce « entre » est aujourd'hui l'objet du plus grand souci et du bouleversement le plus manifeste dans presque tous les pays du monde. » Dans l'aujourd'hui d'Étienne Tassin, le nôtre, ce souci s'est encore agrandi avec les bouleversements de grande ampleur liés à la globalisation néolibérale, liés aussi à la violence radicale du terrorisme islamiste, à leurs dégâts qui aliènent le monde encore, ce monde acosmique, au point de le menacer de destruction. Voilà, donc c'est ce souci en fait, du monde qui a fait pour Arendt de l'amour une catégorie aussi politique, même si bien sûr l'amour n'est pas seulement l'amor mundi chez elle. Elle a parlé d'ailleurs de l'amour, mais de l'amour entre deux êtres comme justement une manière de se retrancher du monde, au contraire. Si le monde est un concept politique, c'est qu'il est cet espace entre les hommes qui rend possible l'interlocution et l'action comme expérience de la pluralité, notion centrale chez Arendt, qu'Étienne reprend en travaillant celle de conflictualité qu'il estimait trop négligée par Arendt. Le souci proprement politique n'est pas l'homme, mais le monde. Arendt y insiste énormément et Étienne reprend cette insistance, comme il reprend la distinction arendtienne entre le monde et la terre. Je cite Arendt dans Conditions de l'homme moderne. Le monde est lié aux productions humaines, aux objets fabriqués de main d'homme, ainsi qu'aux relations qui existent entre les habitants de ce monde fait par l'homme. Le monde, je la résume ici, résulte des œuvres fabriquées par l'homo faber. Il est, dit Arendt, la partie non mortelle d'être mortel. Et Étienne reprend également une autre distinction qui est en fait une opposition entre le monde et la vie, concept non politique par excellence pour Arendt, alors que la vie est, comme le disait Marx, perpétuellement mourante, et Arendt reprend à plusieurs reprises cette formule, pour moi un peu étonnante d'ailleurs, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, cette formule de Marx, donc la vie est perpétuellement mourante, en fabriquant des objets, au contraire, les hommes édifient un monde dont la permanence s'oppose à la vie, et sans ces objets destinés à leur servir, la vie ne serait pas humaine, c'est ce que dit Arendt, et le monde ne serait pas habitable. Donc la vie est un concept négatif parce que le cycle de la vie, qui disparaît sans cesse, qui reconduit tout à la mort, est saisi à travers le travail, lui-même saisi comme cycle biologique et économique.
cycle de production et de consommation qui fait de l'homme un animal laborans, étranger aux soucis du monde. Dans le travail, dit Arendt, le corps reste prisonnier de son métabolisme sans jamais le transcender, c'est toujours condition de l'homme moderne, tandis que l'œuvre, non destinée à la consommation mais à l'usage ou à la contemplation pour l'œuvre d'art, arrache l'homme à l'indifférence de la nature. C'est la parole et l'action qui font exister pour Arendt l'entre-deux constitutif du monde, donc ce n'est pas l'œuvre. Ce sont elles, parole et action, qui portent le souci proprement politique du monde. La parole en assumant un point de vue et en s'adressant aux autres, et l'action en modifiant les relations humaines par un acte, révèle celui qui parle et qui agit et font naître au monde. Parole et action sont, comme elle le dit, une seconde naissance, par quoi s'assume, je la cite encore, le fait brut de notre apparition physique originelle. L'action qui donne au monde une image de soi est, dit Arendt, une réponse au fait d'être né, et elle est elle-même commencement. Donc cette relation repose sur un sens commun, cette relation entre les hommes repose sur un sens commun, suppose un sens commun, mais aussi une multiplicité de perspectives qui constituent l'espace public comme réel pour tous. Donc on est là dans les grandes distinctions, travail, œuvre, action, entre domaines d'activité ou, comme dit Étienne, plan d'existence, dont il dresse le tableau dans un des chapitres du Trésor perdu, et il montre dans son dernier livre les points de rencontre, mais aussi les points de tension entre ces domaines, en compliquant, de manière que je trouve très intéressante, le schéma arendtien. Je reviendrai à la fin peut-être. L'homme fait le monde et se fait lui-même appartenant au monde, dit Arendt à propos de saint Augustin, et c'est en cela que le mundus se distinguait du cosmos. Le monde est sans cesse produit par les hommes, dans le temps. Dans le Trésor perdu, Étienne, au chapitre L'élucidation phénoménologique de l'action, distingue trois manières de comprendre le monde. Le monde est un lieu, d'abord, celui où l'on vient au monde et qu'on quitte en mourant, mais il ne préexiste pas à ceux qui y sont rassemblés. Donc, premier paradoxe, le monde est essentiellement paradoxal, en fait, puisque le monde, deuxième sens du monde, est ce que font les hommes, bien qu'ils appartiennent au monde, mais ils ne sont pas tant dans le monde que du monde. Et enfin, troisième sens, le monde est la scène commune aux vivants, et cette scène prend une valeur politique comme espace public, comme lieu d'exposition, comme lieu d'apparition et de révélation, révélation des acteurs, et par eux, du monde lui-même. Donc le domaine politique relève essentiellement d'un ordre phénoménal et événementiel propre au monde. Ce monde de parole et d'action n'existe que dans le temps, et il suppose l'entrecroisement, il naît en fait de l'entrecroisement, ça c'est une formule d'Étienne, des apparaissants et des apparus. Voilà, donc Arendt va jusqu'à dire une vie sans parole, c'est dans, à nouveau, Théorie de l'homme moderne, une vie sans parole et sans action, et c'est le seul, une vie sans parole et sans action, pardon, et c'est le seul mode de vie qui est sérieusement renoncé à toute apparence, et littéralement morte au monde. Ce n'est plus une vie humaine parce qu'elle n'est plus vécue parmi les hommes. Et dans Vie politique, elle affirme autre chose encore, que seul le dialogue rend la vie humaine, dialogue dont elle dit au passage que l'œuvre d'art elle-même se prive en se repliant dans la sphère privée et en produisant un émoi silencieux. Ça, je pense que c'est une manière de refuser précisément Heidegger et son habitation poétique du monde, mais néanmoins, la littéraire en moi proteste contre cette affirmation que je trouve beaucoup trop expéditive, et que d'ailleurs peut-être d'autres passages de Arendt contredisent, sinon rectifient, ou au moins la font vaciller, pas tant les endroits où Arendt se recourt à Kant pour dire que le beau aide le monde à apparaître, donc recours à la dimension esthétique, ou plutôt de la dimension politique de l'esthétique de Kant, mais plutôt lorsqu'elle prononce justement cette phrase dans un des brouillons du livre « Qu'est-ce que la politique ?»,
rassemblés dans Qu'est-ce que la politique, que j'évoquais au tout début. Les seuls à croire encore au monde sont les artistes, car, ajoute-t-elle, les artistes ne peuvent se permettre d'être étrangers au monde. Et la persistance de l'art, ajoute-t-elle encore, et pas seulement du kitsch, dit la persistance du monde. Elle ajoute même que cette persistance de l'art atteste du fait que finalement, l'homme est resté intact. Vraiment, je trouve des phrases étonnantes, lapidaires, bon, qui n'étaient pas destinées à être publiées telles que, hein, mais qui sont quand même pleines de résonance et de questions. Cette phrase, les seuls à croire encore au monde sont les artistes, hein, c'est une phrase des années 50, hein, il faut la resituer dans son contexte politique. Mais cette phrase, elle est énorme aussi, et elle est restée donc lapidaire. Il faudrait la relire en reprenant méthodiquement tout ce qu'Arendt dit de l'œuvre d'art pour tenter de résoudre cette contradiction. Mais au fond, Arendt ne dit finalement pas énormément de choses de l'œuvre d'art, ou en tout cas ce qu'elle en dit, on ne le retrouve pas énormément chez Étienne. C'est une chose qui m'a frappée aussi en le relisant, et en les relisant. Alors, à moins qu'il n'y ait pas là contradiction chez Arendt, mais deux propos bien distincts, et qu'en choisissant la formule de croire au monde, Arendt ait voulu sciemment la distinguer du souci du monde ou de l'amour du monde. Mais alors, comment penser ce hiatus entre l'amor mundi, ou le souci du monde, porté par la parole et l'action politique, et cette croyance au monde, qui serait le propre des artistes, qui semble désigner une sorte de niveau pré-politique, ou peut-être rejoindre en partie ce que disait Husserl du monde comme horizon de significativité, ou plus encore peut-être Hans Blumenberg comme métaphore absolue, du monde comme métaphore absolue. En tout cas, un monde distinct de l'espoir politique, mais peut-être pas du principe espérance selon Bloch, mais là on est dans des références qui sont plutôt les miennes. Moi, j'ai personnellement tenté de sonder cette formule, donc avec mes étudiants, de croire au monde, en l'observant à l'œuvre chez Gilles Deleuze, puisqu'on la retrouve chez lui, dans Image-Temps, à propos du cinéma d'après-guerre, et plus précisément d'Allemagne à zéro de Rossellini. Deleuze affirme que croire au monde est notre seul lien, désormais, le seul susceptible de, je le résume, frayer une issue, parle de subtile issue, et de créer du possible sinon j'étouffe. Et il invoque à ce sujet une nécessaire conversion de la croyance. Mais à ce moment-là, il parle, lui, Deleuze, de la vie et de l'amour, c'est-à-dire de deux domaines où Arendt voyait justement disparaître le monde et le politique. Et la conception qu'a Deleuze du monde est, d'une manière plus générale, beaucoup plus métaphysique, à mon sens, que celle de Arendt, même si son idée de peuple qui manque s'apparente peut-être à l'idée de peuple sans archet, développée par Arendt et fortement reprise par Étienne dans son dernier livre. À vrai dire, j'aurais beaucoup aimé avoir avec Étienne une discussion longue et une séance de travail sur ce sujet, ou des séances de travail sur ce sujet du statut politique de l'œuvre d'art, chez Arendt, mais aussi chez lui, puisque c'était un grand lecteur de littérature et qu'il se réclame souvent de certains écrivains, évidemment Diderot, mais aussi Pessoa, par exemple, à propos de l'hétéronomie. Donc, il cherchait le statut politique dans son lien avec le monde, le statut politique de l'œuvre d'art, d'autant plus que l'œuvre d'art est elle-même questionnée et relue aujourd'hui en théorie littéraire et en critique littéraire à une échelle globale, comme dans toutes les sciences humaines, et sur un mode transnational, comme littérature mondiale ou comme world literature. Et cette évolution est une des formes, au fond, de renouvellement du cosmopolitisme aussi, qui détermine et anime nos paysages et nos pratiques culturelles. Il me semble que cette croyance au monde qu'Arendt donne comme propres artistes, en 1950, et dont ils seraient les derniers garants à une époque d'acosmisme et de désespoir politique, ou d'impuissance politique, encourage en tout cas à regarder de plus près ce qui relie l'œuvre d'art au monde, au-delà d'une question d'échelle. Mais je crois aussi qu'une plongée à la fois dans les œuvres et les propos et les vies d'artistes obligerait à dépasser l'opposition arendtienne et que reprend Étienne entre le monde et la vie, à les dialectiser peut-être pour comprendre le travail propre des œuvres qui ne se réduit pas à l'art de faire apparaître et demeurer par la beauté les actions humaines sur la scène du monde, mais aussi à expérimenter des formes de vie, des styles d'existence, pour reprendre une autre formule qui vient, elle, de Foucault et de Pasolini, et qui a été retravaillée par Giorgio Agamben et en littérature et sciences humaines par Marielle Masset.
Voilà, il me semble que donc il y a que tout ce que Étienne travaille à partir de Arendt concernant la créativité est tellement mis au service de la notion d'action comme naissance que cette notion disparaît pratiquement, enfin qu'elle n'est pas pensée à propos, paradoxalement, de l'œuvre d'art. Alors pourtant que l'œuvre d'art, me semble-t-il, est aussi quelque chose qui révèle, relie et institue, hein, ces trois grandes fonctions et puissances que Étienne attribue à l'action politique. Et il me semble aussi que l'auteur est une forme d'acteur. Mais évidemment, ce qui supposerait de redéfinir complètement ces termes, hein, puisque d'autres régimes d'action dans l'œuvre. Dans son dernier livre, La littérature à la part belle, puisque presque une grande partie du texte conclusif, hein, formé d'apologues, est construit sur des textes littéraires, mais elle est malgré tout reléguée en marge, et l'objet central reste ce concept très fort d'action sans archet, ou d'archet comme commencement, qui est le cœur du livre consacré à la cosmopolitique. Il me reste encore 3 minutes à peu près ? Pas plus ? Bon, alors je vais passer vite sur ce que je voulais dire, mais au fond ce serait de toute façon un peu répétitif avec ce que je voulais dire sur l'action, hein, sur l'action comme commencement, comme naissance, tout ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. Simplement, je voudrais rappeler à quel point il dit il faut prendre la paradoxologie au sérieux, hein, dans ce dernier livre. Paradoxe qui concerne, comme je l'ai dit, la notion de monde, mais aussi hein, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'acte déclaratoire lui-même, et enfin l'action révolutionnaire elle-même. Action révolutionnaire, donc, il ne faut pas penser, dit-il, en termes de réussite ou d'échec, puisqu'il faut voir le déroutement même de toute révolution comme son sens caché même, hein, comme il le dit, qui se situe par-delà la réussite et l'échec. Il y a là-dedans hein, tout ce qu'Étienne appelle l'anti-ontologisme radical de Arendt, hein, ce qui fait que la citoyenneté est elle-même toujours occasionnelle, et il y a chez Étienne une rigueur particulière qui consiste à se tenir à cette évanescence, d'ailleurs il le dit avec rigueur. C'est la dimension la plus anarchiste, comme le disait Guillaume Leblanc tout à l'heure, de Arendt, qui la rapproche à mon sens en partie de Deleuze, mais aussi de Walter Benjamin, qu'on pourrait évoquer me semble-t-il. Bon, alors je vais essayer d'aller à l'essentiel pour la fin, donc simplement je voudrais rappeler quand même ce que tu as rappelé rapidement tout à l'heure sur ce rapport au monde. Donc dans son dernier livre, hein, il interroge en fait le dispositif ternaire de Arendt, travail, œuvre, action, en rapportant ses activités, comme il le dit, aux différents plans d'existence où elles se déploient. Il dit que un rapport au monde particulier se déploie sur 3 plans d'existence et que le souci du monde se décline sur les 3 versants: souci environnemental au plan économique, souci patrimonial au plan culturel. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'abandonne pas du tout l'idée qu'il y a des identités, mais simplement, et qu'elles forment donc des mondes. Au contraire, il insiste beaucoup sur le pluriel des mondes, mais il tient beaucoup à subordonner cette dimension, de même que la dimension écologique, à la dimension politique. Il distingue trois injonctions pour le monde: l'injonction écologique, écuménique, qui correspond à ce souci patrimonial au plan culturel, et l'injonction cosmopolitique. Il dit que ces 3 soucis pour le monde sont inséparables, mais que ces injonctions sont aujourd'hui sans réponse, et que le processus d'aliénation du monde dont parlait Arendt s'est radicalisé en démondialisation, réduction du monde au globe. Voilà, donc je voudrais juste, pour finir, m'interroger sur cette disqualification de la vie, de la notion de vie, peut-être qu'on pourrait en reparler, qui moi m'interroge en plus de au fond cette relégation aux marges de la question de l'œuvre d'art plus précisément. Mais voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je crois que si on peut reparler de tout ça tout à l'heure, j'aimerais bien, parce que moi ça me questionne. Merci beaucoup Catherine. On prend la mesure en vous écoutant de l'ampleur des questions qui sont posées à partir de cette question du monde, et qui me fait penser que
sans qu'on ait à s'en réjouir, mais je pense que l'œuvre d'Étienne a maintenant trouvé une consistance, une complexité même telle qu'elle appellera vraiment des travaux d'analyse et pourquoi pas des travaux de thèse. Je pense qu'il y a une véritable thèse à faire sur l'usage que fait dans cette pensée au total assez complexe que Étienne fait du monde. Je note un point que je n'avais pas du tout indiqué dans la présentation initiale, très important, que tu as bien rappelé, qui est le thème de l'acosmisme, qui est un thème effectivement qui est constant. Nous assistons à un processus de destruction du monde, multiforme d'ailleurs, et le triple souci sur lequel tu conclus, le souci patrimonial, environnemental et proprement cosmopolitique, sont autant d'exigences que nous devons déployer à travers notre agir politique. Tu montres bien qu'effectivement, aussi bien sur le plan de la vie que sur le plan de l'œuvre, des enjeux politiques se trouvent redéployés à partir du moment où on les connecte à la question du monde. J'ai beaucoup apprécié aussi la remarque en passant que tu as faite en montrant que la question de la pluralité des mondes était quelque chose dont Étienne avait effectivement un très grand souci. On ne pourra pas malheureusement développer longuement ces aspects parce que nous avons un programme très chargé sur ce sujet du monde. Je vais passer la parole à Sophie Anne qui, de la pluralité des mondes, va nous ramener à la question du monde commun. Alors, je remercie tout d'abord Alain Lhomme pour cette invitation et cette très belle initiative de penser avec un grand philosophe qui, pour beaucoup d'entre nous, a été un ami mais aussi un compagnon de lutte. Et si j'ajoute compagnon de lutte, c'est parce que j'ai partagé avec Étienne, pendant les 4 années où je l'ai connu, un engagement fort autour de la question de l'accueil et des droits des personnes exilées, engagement duquel sont parties des discussions, donc dans un registre philosophique, autour de la nécessité de penser une politique hospitalière. Et cette politique, Étienne la pensait dans les termes d'une cosmopolitique, concept à la fois central et transversal dans son œuvre, comme l'a rappelé Alain Lhomme. Et si une table ronde entière est consacrée à ce concept, il me semble que c'est parce que, également, la pensée d'Étienne à ce sujet s'adresse à une actualité brûlante, qu'est la crise de l'accueil, en même temps que la perte, en un sens, du sens politique du monde. Sa pensée a accompagné donc à la fois mes travaux de recherche sur la cosmopolitique, mes engagements associatifs autour de la question de l'accueil, et continue de me servir d'outil critique dans mes activités actuelles au cœur des institutions européennes. Ce que j'aimerais retracer ici pour contribuer à cet hommage, c'est mon propre cheminement à travers le concept de cosmopolitique, les impasses dans lesquelles je suis tombée et les clés que j'ai trouvées précisément dans l'œuvre d'Étienne qui m'ont permis de dépasser ces difficultés. Ces clés, ce sont les notions d'action politique, de citoyenneté et de monde qui prennent un sens tout à fait original, comme nous l'avons vu chez Étienne, hérité de la pensée d'Hannah Arendt. Pour commencer, quelles sont donc ces tensions inhérentes au concept de cosmopolitisme ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire avant tout de déterminer ce que visent les défenseurs d'une cosmopolitique. Si la cosmopolitique est en ce moment débattue, du moins en philosophie, c'est parce que, me semble-t-il, en pleine crise de l'accueil, une politique accueillante à l'égard des étrangers se fait pressante, urgente. La cosmopolitique est une politique de l'accueil, de l'hospitalité. À l'encontre de la politique nationale, qui semble intrinsèquement excluante, opérant un partage entre un nous et un eux, entre les nationaux et les étrangers, la cosmopolitique, comme politique prenant les dimensions du monde, relèverait d'une politique inclusive, d'une communauté rassemblant l'humanité tout entière, où les réfugiés, les apatrides et tous les exilés pourraient trouver leur place. La cosmopolitique, dans cette perspective, lutterait ainsi contre la pente naturelle de toute communauté à exclure l'étranger. Cette exclusion de l'étranger peut, dans un sens faible, être pensée comme une sorte de dégât collatéral de la formation d'une communauté politique. L'idée est que former une communauté politique implique une certaine identité des membres qui la forment et que, par conséquent, certains, ceux qui ne possèdent pas cette identité, en sont exclus. Mais on peut aussi aller plus loin en envisageant que l'exclusion de l'étranger est essentielle à la formation de la communauté, la cohésion interne de cette dernière étant d'autant plus forte qu'elle rejette l'étranger et qu'elle se forge donc des boucs émissaires. C'est en substance la thèse que nous avons rappelée tout à l'heure du penseur allemand Carl Schmitt, qui fait de la guerre faite à l'étranger, son exclusion, le fondement de toute unité politique.
C'est alors à cette tendance à l'exclusion que répondrait la cosmopolitique en lui opposant une communauté politique parfaitement inclusive. Historiquement, cette idée s'est matérialisée dans différents projets cosmopolitiques que Étienne rappelle. D'abord dans la formulation stoïcienne, qui repose sur la distinction entre deux communautés. D'une part, la communauté politique, celle de la cité, communauté limitée à laquelle le hasard de la naissance nous attache, c'est-à-dire on est athénien, corinthien, olympien, pauvre, riche, esclave, citoyen. Et d'autre part, la communauté morale, plus large, universelle, englobant tous les hommes, par laquelle, avant d'être athénien ou corinthien, on est citoyen du monde, chacun faisant partie d'un même tout. Cette idée d'une communauté inclusive s'est également matérialisée dans une conception juridique du cosmopolitisme, principalement formulée par Kant, qui envisage un droit cosmopolitique orienté par la morale et réglant pacifiquement les relations entre États-nations et créant un droit à l'hospitalité. Dans son sillage, les philosophes Archibudi et Held imaginent, quant à eux, la création d'un parlement mondial où chaque individu pourrait être représenté en tant que citoyen du monde au sein d'une démocratie universelle. Qu'en est-il alors de leur concrétisation ? Il est faux de dire que ces projets cosmopolitiques n'ont jamais vu le jour. Les Nations Unies, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, etc., sont en partie les héritières de cette pensée cosmopolitique. Reste que ces institutions et ces juridictions relèvent encore davantage du droit international, qui reste le droit des États souverains et non des individus, que du droit cosmopolitique, qui sera un droit des citoyens du monde sans la médiation des États-nations. Mais ce qui m'intéresse au terme de cette typologie, c'est de voir comment ces différents projets cosmopolitiques se heurtent à une difficulté majeure, liée à l'irréductible pluralité humaine. Pour penser l'instauration d'une communauté mondiale, tous ont besoin de postuler une unité et une identité première, un dénominateur commun préalable, sans lequel cette communauté ne trouverait pas d'assise. Pour les stoïciens, il s'agit d'un souffle divin et rationnel pénétrant chaque homme et les inscrivant dans un même tout. Kant, lui, fait appel à la morale, caricaturellement à une sorte de voix intérieure qui jouerait comme une commune mesure entre les hommes. Archibudi et Held, eux, font comme s'il existait une civilité universelle permettant d'appuyer des institutions démocratiques à l'échelle mondiale. Or, ce dénominateur commun fait difficulté. Difficilement trouvable, voire impossible à trouver, cette unité première postulée risque toujours, me semble-t-il, d'être le point de vue du plus fort imposé à tous et de servir des ambitions hégémoniques. L'idée, au XVIIIe siècle, d'une raison universelle avec un grand R, censée rassembler tous les hommes autour d'une rationalité commune, n'a-t-elle pas en même temps servi à justifier la colonisation ? Et quid de cette prétendue mission civilisatrice au service de l'universel, masquant des intérêts principalement économiques ? Et combien de fois les droits de l'homme ont-ils été brandis pour justifier les pires guerres, servant de vernis aux intentions les plus grossières ? La liste serait longue. Mais que deviennent ces projets cosmopolitiques si l'unité qu'ils postulent au départ est tantôt introuvable, tantôt douteuse ? Ici se dessine une aporie. La cosmopolitique tente de s'appuyer sur une unité qui est à la fois la condition de possibilité d'une communauté politique mondiale et en même temps la fin qu'elle tente de réaliser. En d'autres termes, la cosmopolitique se présuppose toujours elle-même, se heurtant à une unité introuvable et pourtant nécessaire comme condition de sa possibilité. Autre difficulté à laquelle se heurtent ces projets cosmopolitiques en quête d'unité et de dénominateur commun, c'est la place paradoxale qui est faite à l'étranger. Ici, l'étranger, ce qui tend à être éliminé, à être relativisé par rapport à une unité essentielle, de telle sorte que dans la communauté mondiale, rien n'est totalement étranger. À ce propos, j'aimerais m'attarder sur une anecdote que le philosophe Ulrich Beck relate dans son livre « Qu'est-ce que la cosmopolitique ?», alors qu'il prenait l'avion. Assis à côté d'un homme d'affaires danois, ce dernier se présente comme un global citizen, un citoyen du monde. Lorsque Beck lui demande pourquoi il se définit ainsi, l'homme lui répond, je cite, « Il se sentait chez lui dans tous les pays du monde. Partout où il allait, il parlait anglais, qu'il maîtrisait aussi bien que sa langue maternelle. Pourtant, il trouvait une chambre d'hôtel prête à l'accueillir. Il choisissait toujours des hôtels de chaîne connue, dont il savait qu'ils seraient tous semblables, quel que soit le lieu. Il mangeait indien en Chine, en France et français en Inde.
Ses partenaires en affaires voyaient les choses de la même façon que lui. Être cosmopolite, ici, c'est donc rester soi, se sentir chez soi partout dans le monde. Or, il me semble qu'intuitivement, la condition cosmopolite fait plutôt vers le signe vers l'ouverture à l'altérité, à l'étranger, plutôt que vers la conservation de son identité. Mais gardons cela pour plus tard. Telle que je viens de la présenter, la cosmopolitique fait donc face à deux difficultés qui sont les deux faces d'une même médaille. D'une part, elle requiert une unité préalable qui est tantôt introuvable, tantôt douteuse, un substrat, une substance, comme on l'a dit à la précédente table ronde. D'autre part, conséquence directe de ce présupposé, elle tend en un sens à réduire l'étranger et la pluralité du monde. Pour surmonter ces difficultés concernant la cosmopolitique, l'hypothèse que je propose, c'est qu'il faut avant tout se débarrasser d'un double postulat, un double présupposé concernant le monde et la politique. D'une part, le présupposé selon lequel la politique serait une affaire d'identité et d'entre-soi, d'administration des places et des titres. D'autre part, le présupposé selon lequel la cosmopolitique viserait le monde entendu comme entité homogène, une sorte de communauté universelle. La mise en cause de ces deux présupposés est précisément ce à quoi nous convie la pensée d'Étienne Tassin à travers son propre projet cosmopolitique qu'il écrit avec un tiret séparant cosmo et politique pour la distinguer des différents projets qui se méprennent sur la politique comme sur l'idée de monde. Plutôt que de faire de l'étranger et de la pluralité les obstacles à l'instauration d'un monde commun, il s'agit maintenant d'en faire les principes mêmes de la cosmopolitique. Avant de revenir sur ce double présupposé, je voudrais m'attarder sur une figure singulière d'un cosmopolite qui était cher à Étienne Tassin et qui permet d'esquisser cette autre cosmopolitique. Ce cosmopolite, c'est Diogène de Sinope, philosophe grec cynique de l'Antiquité, célèbre parce qu'on a pu dire de lui qu'il dormait dans une niche et mangeait dans une écuelle. Mais Diogène, c'est également, on le sait moins, l'un des premiers à se revendiquer citoyen du monde. La bizarrerie dans le cosmopolitisme de Diogène, c'est alors qu'il ne se considère ni comme citoyen, ni comme du monde. Ni citoyen parce que rebelle, il refuse de se soumettre à une quelconque autorité, ni du monde, en cela qu'il refuse toute appartenance. Je ne suis ni d'ici, ni de là-bas, dit-il. Il est né de nulle part, de nul monde. Paradoxal, le cosmopolitisme que revendique Diogène fait signe vers le refus conjoint de l'allégeance à une autorité et de toute notion d'appartenance. Parole ironique, parole de cynique, je suis citoyen du monde, ferait signe vers son exact opposé, je suis ni citoyen ni du monde. C'est ce cosmopolitisme paradoxal de Diogène que je propose de prendre comme point de départ pour repenser la citoyenneté et le monde et d'esquisser une autre voie pour la cosmopolitique, donc dans le sillage d'Étienne Tassin. Commençons par la citoyenneté. Communément, la citoyenneté est pensée sur le mode de l'identité et de la possession. La différence entre citoyenneté et nationalité est alors court-circuitée. La citoyenneté peut être fondée sur un droit, droit du sang, droit du sol, ou encore sur la possession d'une part au sein de la cité, le pouvoir, la richesse, l'intelligence, etc. Pour être citoyen, il faut être ceci ou cela, répondre à ce cahier des charges contraignant et déterminé que l'on trouve sur les présentoirs des guichets de préfecture. Cette citoyenneté est question d'allégeance à une autorité, en vertu de laquelle le citoyen est soumis à des devoirs en même temps qu'il bénéficie de droits privilégiés par rapport à ceux qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Appartenance identitaire et allégeance à une autorité, elle est la citoyenneté du chacun chez soi, du chacun à sa place, des contrôles de police, des contrôles d'identité. À cette conception, j'oppose dans le sillage d'Étienne une autre citoyenneté qui permet de penser l'appartenance à la communauté politique, non pas dans un registre de l'être et de l'identité, mais sur le mode de l'agir. Et je ne m'attarderai pas ici sur la question de l'agir politique, puisque ça a déjà été mis en lumière par la table ronde précédente. Mais je me contenterai simplement d'en décrire les conséquences pour le concept de citoyenneté qui découle de cette conception. Être citoyen, ce n'est pas être ceci ou cela, fils ou fille de. Être citoyen, c'est agir. Et agir en politique, c'est précisément être capable de mettre à distance ses attaches et appartenances identitaires, se faire rebelle aux assignations, devenir étranger à soi-même, pour que puissent se tisser des liens, aussi conflictuels soient-ils, avec d'autres, avec lesquels on ne partage rien au départ. On n'est pas citoyen, tu verbe être, on le devient.
On le devient par l'action, par une altération de soi qui rend possible la rencontre avec d'autres, avec lesquels il n'existe rien de commun préalablement à l'agir ensemble. Il n'existe pas de dénominateur commun. Être citoyen, c'est ainsi, comme le souligne Étienne, faire jouer l'agir politique contre l'être communautaire. Cette lecture de la citoyenneté bouscule l'appréhension d'une certaine actualité. Prenons l'exemple des différentes luttes des sans-papiers en Europe. Si l'on se place dans une perspective identitaire, le sans-papier se définit comme celui qui n'a pas de droit au sein de la communauté, pas de voix, pas de légitimité, pas de reconnaissance. Par leur lutte, ces personnes mettent à distance l'identité dans laquelle elles ont été enfermées, comme sans-papiers, sans droit, et par lesquelles elles sont reléguées de l'autre côté d'une frontière. Elles s'affirment comme autant de sujets politiques qui disent « Nous sommes plus que ça, plus que ces déterminations négatives dans lesquelles nous sommes enfermés ». La lutte des sans-papiers atteste alors de la citoyenneté manifeste des étrangers qui se lèvent pour réclamer la conquête de leurs droits. Et comme le dit Étienne, cette lutte rappelle à la cité sa vocation politique contre son détournement policier. Du côté des citoyens solidaires qui luttent aux côtés de ces sans-papiers, s'opère la même transformation, la même désidentification redoublée d'une subjectivation politique. Malgré nos différences, peut-être de langue, de culture, de classe, de religion, nous sommes capables de nous rencontrer. Cette citoyenneté porte en même temps une forme de sédition, de transgression, parce que celui qui agit n'attend pas l'autorisation, le droit d'agir, un cadre pour agir. Son action déborde les cadres fixés par le pouvoir, les règles qui encadrent l'espace public et qui font le partage entre ceux qui peuvent y prendre la parole et les autres, entre ce qui est autorisé et le reste. C'est en ce sens que la citoyenneté n'est pas une question d'allégeance. Cette citoyenneté, donc, est transgressive. C'est celle du clandestin qui s'expose là où il devrait rester invisible pour la lutte pour les droits de personnes sans papier. C'est celle des délinquants solidaires, de ces personnes qui soutiennent que si la solidarité est un délit, elles sont prêtes à être poursuivies pour ce délit. Ainsi, dans ces scènes de lutte, des citoyennes et des citoyens apparaissent, formant une communauté d'acteurs fragiles et temporaires, proprement politiques, puisque nés de l'agir ensemble, ni adossés sur une identité partagée, ni conditionnés par l'allégeance à une autorité. Pour conclure sur la citoyenneté tassinienne, et avant de m'attaquer à la question du monde, je voudrais développer cette idée chère à Étienne Tassin, selon laquelle la condition d'étranger se dessine comme le paradigme de la citoyenneté. Agir en politique implique un processus de désidentification qui s'apparente à un devenir étranger à soi-même, le franchissement d'une frontière par laquelle s'opère une altération de soi. Toute politique est ainsi une xénopolitique, au sens où elle renvoie au lien que je tisse avec des étrangers en tant qu'étrangers. Ces considérations permettent de définir ce qu'est une communauté proprement politique, par opposition entre eux à celle qui ne l'est pas. Et j'oppose ainsi la communauté policière, communauté qui appuie la citoyenneté sur des considérations identitaires et l'allégeance à une autorité, et d'un autre côté, la communauté politique, communauté dans laquelle la citoyenneté se définit à partir de la condition d'étranger, rebelle aux assignations identitaires et qui porte en elle une potentialité transgressive vis-à-vis de l'ordre établi. En faisant de son principe l'agir ensemble, le tissage de liens avec d'autres, sans qu'un dénominateur commun ne préexiste, elle est donc celle qui favorise l'ouverture à la fermeture, l'éclosion contre l'exclusion. Alors, qu'en est-il du monde ? Si la question du monde est centrale dans la philosophie d'Étienne, encore faut-il s'entendre sur la définition. Car souvent, le monde est confondu avec le globe, alors qu'en tout point, ces deux concepts s'opposent. Le globe, c'est un espace homogène, régi par les mêmes règles et une logique d'uniformisation. Aujourd'hui, ces règles, ce sont celles de l'économie, en l'occurrence celles de l'économie capitaliste globalisée. Le monde, quant à lui, est irréductiblement pluriel et conflictuel, et là où le globe s'inscrit dans une logique économique, le monde est indissociable du politique. Le monde, dit Étienne, c'est l'horizon de toute action politique et ce qui se dessine lorsque des individus qui n'ont rien en commun agissent ensemble et tissent des liens à partir de rien. Dans son dernier ouvrage « Pourquoi agir ?», Étienne parle, je cite, du monde ainsi composé de tensions et de luttes partagées. Le monde ainsi défini n'est ni affaire d'unité, ni d'identité, ni de dénominateur commun, qu'il s'agisse de moralité, de rationalité partagée ou d'une civilité universelle. Le monde n'est pas donné, il s'esquisse comme commun que dans l'action proprement politique, sans préexister à cette action. Commun
parce que divisé, le monde n'apparaît que dans le libre déploiement de la pluralité et la conflictualité, lorsque des liens se tissent entre des étrangers, entre des individus qu'aucune origine, aucun foyer n'a déjà unis par avance. Mais si alors le monde naît de cet agir politique pluriel et que l'agir politique a pour horizon ce monde commun, on peut dire alors avec Étienne que toute politique est cosmopolitique. En redéfinissant le monde et l'agir politique, nous avons ainsi découvert un lien indéfectible. En redéfinissant le monde, un lien indéfectible donc entre le monde et l'agir politique. Si les différents projets cosmopolitiques parcourus ont conduit à des obstacles insurmontables, c'est à cause d'une méprise donc sur le monde et la politique. La redéfinition du monde et de la politique a alors plusieurs conséquences sur le concept de cosmopolitique, et j'en retiendrai 5 ici en guise de conclusion. Rapidement. Premièrement, la communauté cosmopolitique n'est pas une communauté mondiale totale et parfaitement inclusive. Loin d'être homogène, cette communauté se compose de l'ensemble mouvant des scènes où des individus se rencontrent et agissent ensemble. Rassemblant une communauté d'acteurs précaires et temporaires, elle ne prend corps que dans des moments évanescents. Deuxièmement, l'universel de la cosmopolitique n'est pas un universel de surplomb venu d'en haut, mais une sorte d'universel latéral qui se dessine dans l'enjambement des identités, leur mise en relation et leur déplacement par l'agir politique. Troisièmement, la cosmopolitique est à l'exact opposé d'une entreprise de réduction de l'étranger. Toute cosmopolitique est une xénopolitique, pardon pour le barbarisme, au sens où toute politique commence par l'établissement d'un rapport avec l'étranger, dans la mesure où le monde se tisse dans le lien que j'entretiens avec lui dans l'agir. Quatrièmement, la cosmopolitique n'est pas une utopie, une communauté idéale à viser comme résultat de l'action, mais une atopie, qui n'a pas de contenu défini, qui ne se situe pas dans un autre lieu, un lieu à venir, mais c'est un lieu donc à venir, à définir dans et par l'agir politique ensemble. Enfin, la cosmopolitique, ce n'est pas une affaire de grandes institutions mondiales et d'élites mondialisées, ou plutôt, devrais-je dire, globalisées, mais elle est l'œuvre de chacun lorsqu'il agit politiquement avec d'autres, et qu'il crée donc des scènes polémiques. Et je ne reviens pas sur cette notion d'espace public qui a déjà été développée. Donc cela peut être dans la rue, dans un centre social, une zone à défendre, une place occupée, dans l'épaisseur d'une frontière, d'un camp, d'un lieu de transit, peu importe. Le monde commun, c'est donc l'affaire de toutes et tous, et comme l'écrit Étienne, toujours dans son dernier ouvrage « Pourquoi agir ?», et je finirai sur ces mots, par la très belle citation que Alain a esquissée tout à l'heure, le monde commun, c'est le monde quotidien, celui de chacun et de tous, mais soudainement vu autrement, selon d'autres solidarités, car ce monde né de nos actions reste hanté sur celui de nos vies ordinaires. Il est simplement enrichi, plus dense, plus signifiant, plus beau, et plus humain. Il a acquis un sens spécial, celui que confère l'agir ensemble d'une pluralité d'acteurs qui se découvrent égaux et libres en cette occasion. Merci beaucoup, Sofiane, d'avoir de façon si belle mis en évidence le sens du cosmopolitique tassinien, si je puis dire. Vous avez bien montré comment il se rapportait au sens classique cosmopolitisme et comment il s'en démarquait. La démonstration était très, très claire. Et les 5 points de conclusion sont superbes parce qu'ils donnent un splendide programme philosophique et politique. Je précise simplement que ce barbarisme dont vous vous excusez, xénopolitique, vous en êtes effectivement l'auteur ou l'autrice, comme on dit aujourd'hui. C'est vous qui avez forgé ce terme, je crois. Hein. Oui, xénopolitique, et Étienne l'avait repris, hein, et il fait très clairement référence à votre livre lorsqu'il l'emploie à son tour. Bon, je crois que votre exposé n'appelle pas transition particulière avec celui de Denis, hein, qui, à mon avis, en prend le relais sans difficulté. Merci. Alain Lhomme rappelait tout à l'heure combien l'œuvre d'Étienne Tassin ne peut pas être déconnectée de l'action qui était la sienne, combien il concevait sa philosophie comme une pensée politique, entièrement tournée vers la vita activa, en rien conçu comme un exercice de contemplation et encore moins comme un exercice spéculatif. Je voudrais donc vous parler de ce livre, La diagonale des conflits, comme une tentative de réflexion à travers le livre et à travers l'aventure humaine qui a donné lieu à son écriture. Qu'est-ce que ce cosmopolitisme?
essayer de le comprendre surtout à partir de la production d'un monde dans le monde, en partant du souci pour le monde. Nous produisons un monde dans le monde toutefois que nous agissons ensemble parce que le monde nous préoccupe. Et le monde qui nous soucie ici, c'est la démocratie, c'est son non-démocratie contemporaine telle que nous les vivons, telle que nous en faisons l'expérience. Mais en rentrant collectivement à partir de nos expériences, nous entrons en conflit avec le monde, avec la démocratie et avec les autres et leurs expériences du monde. J'essaierai, en vous parlant donc de cet ouvrage que nous avons coordonné ensemble, également de faire allusion à la question des relations existant entre le travail, l'œuvre et l'action dont il a été question depuis le début tout à l'heure. J'ai eu la chance de travailler à côté d'Étienne pendant peut-être près de 15 ans. Je vais essayer de faire mes comptes tout à l'heure, notamment à l'université Paris 7 où nous avons noué une délicieuse amitié. Il était un dynamique professeur de philosophie quand je suis arrivé un jeune maître des conférences en sociologie. Nous nous retrouvions dans un département encore fortement teint par les couleurs de la pensée de Miguel Aransour, à laquelle il a été fait référence tout à l'heure. Un espace où la sociologie et la philosophie s'engagent dans un même effort d'émancipation et surtout de création d'un monde commun. Un monde auquel Étienne invitait constamment les étudiants qui rentraient toujours de manière un peu festive. Mais Étienne Tassin ne se contentait jamais de cet espace fait entre collègues, doctorants, étudiants de master, etc., comme s'il craignait de se voir confiné dans un petit monde. Alors, il partait souvent en mission en Colombie, en Haïti, en Argentine, ou encore au Chili ou en Uruguay. Et il revenait avec d'autres, étudiants ou professeurs, comme pour enrichir ou étirer notre monde commun. Les mondes d'Étienne Tassin ne se fermaient jamais. Ils étaient irrémédiablement cosmopolites. Alors, ayant vu passer un appel d'offres un jour, autour d'un déjeuner ou d'un café, il sortait d'un chapeau un groupe de gens pour répondre à cet appel comme un projet pour penser ensemble. Il invitait tout le monde à l'aventure et évidemment détournait complètement l'appel d'offres pour faire ce qui lui convenait ou ce qu'on imaginait au fil des échanges, comme s'il n'y avait pas de projet en fait. C'est dans ce monde et de cette manière de faire qu'est né cet ouvrage que je viens partager avec vous et qui est l'une des dernières productions d'Étienne Tassin. Je suis donc particulièrement fier d'en faire la présentation aujourd'hui ici et je remercie sincèrement Alain Lhomme et Cité Philo de lui offrir cet espace. Nous avons déposé le manuscrit il y a environ un an, jour par jour. Je n'aurais évidemment pas pu imaginer que j'allais devoir m'en occuper des épreuves et des dernières étapes de l'édition, ni que je serais ici pour participer à un hommage au moment où nous avons déposé ce manuscrit. La Diagonale des conflits est donc premièrement une œuvre, non pas dans le sens du produit des auteurs qui l'ont écrite, elle l'est car elle est le produit de l'action des acteurs qu'Étienne a réunis dans le ferme projet d'agir ensemble autour d'une préoccupation commune, la démocratie. Une action en commun qui est, moi sociologue, personne n'est parfait, je remercie d'accueillir l'étranger aussi, je qualifie également d'action collective. Ce monde que nous avons fait et habité a existé pendant 3 ans. 3 années d'un programme d'échange universitaire international, 3 années d'échange, de voyages, de rencontres, de lectures, d'intenses discussions, puis une année préalable, peut-être de préparation, ou un déjeuner, je ne me rappelle plus, et des projets, et peut-être 2 encore après, là, oui, de travail constant sur le manuscrit avec les 20 auteurs des textes ici réunis. Encore quelques mois à 2
pour achever sa forme et imaginer ensemble de quels autres mondes d'action, à quelles autres actions dans le monde ce livre allait pouvoir inciter. Et en même temps, ce monde ne s'est pas épuisé, il est encore là, dans l'espace fait des solidarités que nous avons tissées. Nous nous sommes réunis donc peut-être avec deux soucis partagés. Une première préoccupation pour notre démocratie contemporaine, actuelle, c'est d'aujourd'hui que nous cherchions à comprendre, à critiquer, à faire et à refaire. Et un deuxième souci fait de l'expérience de notre démocratie, expériences diverses, au pluriel, de la démocratie en France et en Argentine. Le livre part de ces soucis et de ces inquiétudes qui ouvrent aussi à quelques convictions. Par exemple, les expériences de la démocratie ne viennent pas en illustration historique des déclinaisons ou des déviations de l'idéal démocratique, loin de là. Ces expériences prennent une forme anthropologique, j'ai envie de dire, au sens de la méthode de l'anthropologie, mais inversée. L'écoute, la lecture et l'écriture de ces expériences donnent partiellement lieu à des intelligibilités nouvelles du monde et de la démocratie. Mais ici, ce n'est pas l'anthropologue qui les rapporte et les traduit à la culture de l'autre, à notre langue intelligible. C'est l'indigène lui-même qui les dit aux autres indigènes, érigés en concitoyens d'un monde à la fois divers et commun. Nous sommes allés en Argentine dire nos expériences de la démocratie en France. Ils sont venus nous dire leurs expériences argentines de la démocratie. Le monde que ce livre dit est d'abord fait d'écoute et de paroles dites. Il est ensuite celui de textes entièrement coécrits. Vous savez, nous, là-bas, nous avons le péronisme. Saben, a nosotros allá tenemos el peronismo. Ah, mais c'est comme nous. Ici, nous avons le populisme. C'est préoccupant pour la démocratie. Non, non, non. No nos entendemos. No es lo mismo. Cosmopolitique et cosmopolite, ce livre pense la politique mise en acte par des multiples bilinguismes. Espagnol et français, espagnol castillan de l'Argentine, langue de cette politique-là, de cette démocratie-là. Étudiants et professeurs, sociologues et philosophes, Arendt et Marx, Laclos et Rancière. Arendt, lu par Tassin, ne donne pas du tout pareil qu'Arendt, lu par nous autres dans l'Argentine des années 80 pour sortir de la violence et de la dictature, par exemple. Des mésententes en incompréhension, nous tombions souvent dans des évidences trompeuses chaque fois que l'un de nous traduisait évidemment citoyen en ciudadano, ou qu'un tiers venait s'exclamer « Ah non, mais la citoyenneté, ce n'est pas ça ». À la manière de Heinz Wiesmann, notre monde de pensée politique s'est ouvert entre les langues, ni en espagnol, ni en français, dans l'espace de communication que nous avons ouvert entre nous pour échanger. Le livre contient alors, dans sa 4e partie, un vocabulaire transatlantique des tumultes, où nous avons regroupé 50 mots en 10 constellations, chacune d'entre elles écrite par un francophone et par un hispanophone. Et maintenant, vous vous débrouillez entre pueblo et peuple, entre jacobin et jacobino, et à la fin, vous nous donnez une notice commune. C'est probablement la plus belle singularité de ce livre, un travail coordonné et dirigé par Michel Leclerc-Olive, ici présente, et que je voudrais remercier chaleureusement, car le travail qu'elle fait depuis des années autour des problèmes théoriques et politiques résultant de la traduction du langage politique a été indispensable à la construction de cette partie de l'ouvrage. Nous proposons donc de rentrer à la compréhension de la démocratie par la diagonale des conflits. Ce n'est pas l'habituelle entrée
définie comme principale du régime démocratique. Car prendre la diagonale des conflits, c'est s'avancer dans l'espace démocratique avec celles et ceux qui y viennent pour manifester, occuper, faire barrage, et là où ils sont inattendus, pour dire en lieu déplacé ce qui n'est souvent pas dit et ce qui ne se dit pas. Des entrées très souvent tumultueuses, voire violentes. Et nous ne nous cachons pas derrière l'euphémisme. La diagonale des conflits entend s'ériger dans une conjoncture où la démocratie est présentée comme étant menacée par les conflits qui s'y font pressants, des conflits qu'il s'agirait de résoudre de plus en plus violemment, de réprimer. Hic certamina, hic democratica, disons-nous au contraire en introduction de l'ouvrage. Il y a démocratie parce qu'il y a conflit, et que le premier de ceux-ci est la mise en jeu de la démocratie et de la politique. Non pas l'enjeu d'une définition de la démocratie et de la politique. Nous n'observons pas ici des conflits pour définir quoi que ce soit, mais des gens et des mouvements collectifs plus ou moins organisés ou inorganisés pour investir le monde et ainsi faire et défaire et refaire la démocratie par l'agir ensemble dans le conflit. C'est la raison pour laquelle nous employons et proposons le concept de politicité, car la politique n'en est pas une dont nous pourrions ici, par exemple à Cité Philo, chercher à déterminer les contours, la forme ou les limites, le contenu. La politicité, c'est la politique en acte qui décline des pratiques distinctes dans le temps, selon les différents groupes sociaux, ça a été aussi rappelé tout à l'heure, selon des formes, des forums et des forces diverses. Les occupations illégales des terres de ceux qui cherchaient une place où planter la vie, les barrages de routes des piqueteros, les saccages des commerces en temps de crise, les incendies des palais des gouverneurs ou encore des palais de justice dans les villes de province, toutes des actions en temps ignorées puisque rejetées par la politique instituée en Argentine, comme si elles venaient d'ailleurs, de l'extérieur de la démocratie, et comme si elles étaient apolitiques, pré-politiques, impolitiques ou que sais-je encore. Qui peut aujourd'hui douter que ces irruptions ont modifié la politicité des classes populaires et qu'elles produisent, pour le bien ou pour le mal, une démocratie inattendue en 1983, quand on pensait que la fin de la dictature militaire signifiait la fin de la violence et que la démocratie retournait, intacte et inchangée, comme si elle pouvait être la mise en œuvre d'un livre de théorie politique. Et qu'en est-il des banlieues en France? Ça a été rappelé tout à l'heure aussi. Combien de temps a-t-on ignoré l'incendie des bibliothèques? Comment? Quand l'incendie des bibliothèques dans la République des idées, des livres de l'école publique, dans les quartiers des villes gouvernées par la gauche, si attachés aux livres et à la lecture, hein, oui. 75 bibliothèques incendiées ces dernières années, dont 2 à Nantes et à La Courneuve cet été 2018. Des émeutes et des révoltes, des incendies et des caillassages, aussi suspectés d'être les signes d'une corruption de la démocratie, d'éruption de colère, de violence, d'absence de parole et de surplus d'émotions qu'il fallait calmer et combler comme des déficits de socialisation et de politisation. Qui pourrait aujourd'hui douter que pour le bien ou pour le mal, ces modes d'agir font partie de notre monde, qu'ils ont modifié, segmenté, enrichi et diversifié la politicité populaire d'un peuple qui ne peut plus s'abriter sous l'hégémonie de la classe ouvrière et qui n'est peut-être même plus un peuple. La diagonale des conflits, donc. Quoi de plus propre à la cosmopolitique d'Étienne Tassin que de vouloir ouvrir le monde en prenant un chemin de travers, tangente, diagonale. Une diagonale pour raconter et laisser se dire les expériences de la démocratie là où elles se font donc. Une diagonale pour récuser les représentations géométriques de la démocratie qui veulent que la politique ait lieu selon
des partages dans le système politique, mais non pas dans la société civile, plutôt au Parlement et au ministère, comme si la politique était étrangère à la vie, comme si la sociabilité serait séparée de la politicité. D'où le choix du bilinguisme, de la philosophie et de la sociologie, d'où la nécessité d'écouter la langue par laquelle la politique se dit parmi les adolescents, au quartier, en périphérie, au boulot, dans la cuisine et au bistrot. L'expérience vitale de la politique, celle qui nous oblige à rentrer parfois en conflit avec ce monde où nous nous retrouvons souvent entre nous, un peu comme l'homme d'affaires danois, car nous nous comprenons sans trop de difficultés, où nous pouvons débattre sans entrer en conflit. Il me semble que c'est précisément de là qu'Étienne sortait à chaque moment pour aller à Calais ou en Argentine et pour y revenir tout de suite, un nouvel ami à la main. Merci Denis pour ce très beau texte, ce très beau témoignage qui montre parfaitement ce que peut être le style de travail, la relation à la fois à la philosophie et à la politique qui était celle d'Étienne. Merci d'avoir présenté ce livre très original, dont je rappelle que vous pouvez le trouver à la librairie en sortant. Le temps a filé, je pense qu'il est urgent de vous donner de nouveau la parole. Nous devrons nous arrêter vers 5h20 au plus tard, 5h25 au grand maximum, sachant que vous pourrez de nouveau poser des questions à l'issue de la troisième rencontre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'il y a un moment d'émotion, là, suite à l'exposé de Denis, qui est venu en même temps faire un écho superbe à ce qui avait été dit avant, qui laisse chacun pensif. C'est vrai qu'on a le droit de garder un moment de méditation. Une réaction peut-être ? Moi c'était pour vous, Madame Catherine Cocchio, éventuellement si vous vouliez revenir, du coup vous avez proposé à la fin de votre exposé de revenir sur la distinction entre la vie et le monde, qu'effectivement peut-être est peut-être problématique, mais si vous avez... Oui, en fait, c'est pas tant d'ailleurs la distinction, je comprends qu'on la conçoive, c'est plutôt la disqualification assez sévère chez Arendt et chez Étienne, qui reprend ça, de la vie, de la notion de vie. Et ce qui me frappe, c'est justement, pour moi, c'est un peu lié à la question de l'art, parce que ce qui se joue dans l'œuvre d'art et d'ailleurs dans la réflexion sur l'œuvre d'art en ce moment, c'est la question des formes de vie. Cette notion qui est aussi travaillée en philosophie, entre autres chez Giorgio Agamben. Et je suis frappée par le contournement complet de ce propos-là sur la grande distinction Zoé-Bios. Bien sûr, on la trouve d'ailleurs quand il relie Arendt, hein, mais elle donne pas lieu à une mise en frais, quoi, d'explication sur voilà pourquoi je ne suis pas agambénien, par exemple. Et là, c'est étonnant au fond, puisque chez Agamben, il y a du Arendt, beaucoup même s'il s'en démarque. Voilà, donc c'est un peu lié à cette question-là, hein, mais plus généralement, je trouve étonnant que Arendt, puis Étienne, aient à ce point disqualifié la notion de vie pour pouvoir affirmer celle de monde. Il me semble, quand on est dans la littérature, en fait, cette distinction-là, donc on la conçoit encore, mais on ne cesse de voir à quel point elle est friable, elle est fragile, voilà, c'est simplement ça. Donc il y a à la fois un étonnement sur l'appareil argumentatif proprement philosophique, le contournement d'une pensée comme celle d'Agamben, et au-delà de la question des formes de vie. Parce que par exemple, il approche cette question-là, puisque ce qui l'intéresse, c'est, comme il dit, les plans d'existence ou les manières d'exister. Mais ça ne prend pas cette forme-là, de la forme de vie, et or il connaissait très bien l'actualité de ce concept. Donc ce qui m'a étonné au fond, c'est qu'il s'en saisisse pas du tout.
alors que ça fait résonner pas mal, je trouve. Ça ne serait pas du tout antinomique avec sa pensée par ailleurs, de l'absence d'archet, etc. Un mot, si je puis, ça tient peut-être au fait que Étienne comme Arendt distingue les deux sens du mot vie, zoé et bios. Et donc les formes de vie, pour lui, renverraient déjà à quelque chose qui nous met du côté du monde et de la politique. Je pense que vraiment, la vie est à entendre comme processus biologique, vital, au sens très restreint. Oui, c'est ça, et c'est ça qui est un monde qui serait rivé à la reproduction de cette vie-là, il est forcément disqualifié. Je pense que c'est une des clés peut-être de ce malentendu, quoi, du fait que ce ne serait pas pour lui le même concept de vie qui serait en jeu, me semble-t-il. Il y a une autre question qui a été bien mise en lumière par Ricoeur dans la préface qu'il avait écrite pour Conditions de l'homme moderne, c'est que, mais ça c'est une question compliquée, c'est dans tous les cas il faut entrer, Ricoeur disait qu'il fallait entrer dans la question moderne avec la question du temps. Et la vie biologique, d'une certaine façon, elle est pérenne, elle est mourante, certes, mais elle est mourante pour renaître. C'est une durée qui passe par le cycle de la cessation et de la disparition permanente. Donc c'est une durée éminemment instable. Donc finalement, c'est une non-durée. L'œuvre introduit la durée, la durabilité dans le monde. La politique, d'une certaine façon, se rapproche par son caractère fragile et éphémère de ce qui était le manque de durabilité de la vie, mais contribue en même temps à faire émerger, comme on l'a beaucoup évoqué depuis le début de ces séances, un monde que nous avons à tâche de constamment, par les expériences de politicité qu'évoquait Denis d'ailleurs, à reconduire en quelque sorte. Donc il y a vraiment un rapport au temps qui mériterait d'être repris aussi bien chez Arendt que chez Étienne. C'est un élément de réponse supplémentaire que j'essaie d'apporter. Peut-être, il me semble, je ne sais pas, mais il y a chez Étienne, je crois entrevoir comme une évolution de cette question à travers son œuvre, en tout cas que je vois entre Le Trésor perdu et ses derniers textes, qui est à la fois peut-être une discussion avec Arendt et avec Rancière concernant la question de la subjectivation, de ce détachement pour venir sur la scène publique et pour venir à la politique en dernière instance, et où Étienne, il me semble, évoluait plus vers disons, toute la question de la diversité, c'est celle de la prise en considération d'une personne, d'un acteur qui vient tout entier, mais qui se révèle autre, qui se subjectivise quelque part, mais qui se révèle autre par l'action, sans abandonner ses particularités. Il n'a pas besoin de laisser la dimension sociale de l'acteur dans la vie pour venir à un espace dépourvu de contenu et rentrer dans la politique. Il me semble que dans ces derniers textes, il entre en tension avec cette conception et c'est justement à travers l'idée de diversité des acteurs qui viennent entièrement dans l'espace de la politique, sans pour autant être, c'est pour ça que je parle de tension, sans pour autant être totalement, c'est-à-dire sans qu'il pense que l'acteur soit déterminé ou qu'il serait, ou dans le contenu serait déjà donné par un sujet qui préexisterait, qui serait préalable à sa venue dans l'espace de la politique. Mais il me semble, peut-être il y a un travail de révision de l'œuvre dans son évolution qui reste à faire. Ce sont des discussions que nous avions fréquemment autour de cette question et il me semble que ce qu'il dit n'est pas toujours pareil tout au long de son travail. Une question ? Pour Arendt, effectivement, il y a l'idée en fait que le politique, c'est le moyen de ce qu'elle appelle exactement, littéralement, échapper aux ruines naturelles du temps. Et c'est ce qu'elle dit effectivement en particulier dans la crise de la culture. Le temps détruit
et la vie est destructrice. Et là-dessus, elle a un concept de la vie qui est très anti-nietzschéen, hein, totalement. Donc, par rapport à cette dimension destructrice, cette dimension de la ruine, elle propose le politique comme un moyen de produire de la vitalité, c'est-à-dire de l'énergie vitale à l'encontre de cette destruction zoologique, hein, pour reprendre la différence entre Bios et Zoé. Et il me semble que par rapport à ça, par rapport à cette énergie, à cette vitalité, ce que vous avez dit répond vraiment à cette problématique-là, sur la construction finalement de ce que peut être du commun, qui ne soit pas un commun décrété et consensuel, mais qui soit au contraire parfaitement dissensuel. Et là-dessus, votre analyse est très ranciérienne, parce que c'est là où il y a du dissensus qu'il peut y avoir du commun, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'échange. Là où quand on dit peuple, ben, c'est pas la même chose que pueblo, et etc. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit quand on parle, et pas simplement entre continents, entre France et continents latino-américains, mais dans toutes les langues possibles et imaginables. Qu'est-ce qui se dit d'une langue à l'autre? Qu'est-ce qui se vit d'une culture à l'autre? Qu'est-ce qui se vit d'une culture qui se déploie au sein d'une culture qui est antagoniste, etc. C'est-à-dire comment est-ce que finalement quelque chose comme du cosmopolitique va être la reconnaissance du dissensus avant d'être l'affirmation du consensus. Et il me semble que là-dessus, la pensée de Tassin nous aide à le réfléchir, parce que, comme vous le disiez, il passe effectivement d'un continent à l'autre, il s'étrangérifie, chacun est poussé à s'étrangérifier, mais il y a aussi des catégories de population dont on ne reconnaît jamais qu'elles peuvent nous étrangérifier. Il y a des catégories de population qui ne sont pas reconnues comme pouvant constituer du commun par ce qui les distingue. L'accusation, par exemple, de communautarisme, et en particulier le type d'accusation qu'on porte contre des sujets qui n'ont pas été reconnus au sein de la communauté, qui n'ont pas été reconnus au sein du commun, et qui, lorsqu'ils veulent faire valoir précisément cette nécessité de la reconnaissance, sont assignés, eux, à être des communautaristes. Donc je crois que la pensée de Tassin doit vraiment nous pousser à réfléchir ces conditions-là, c'est-à-dire non pas à penser le commun comme une espèce d'abstraction super, c'est-à-dire ben voilà ce que ça peut être, alors la politique c'est vraiment trop top, parce que tout le monde échange, c'est magnifique, mais c'est pas ça du tout. La réalité du politique, c'est la réalité de la discrimination. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que le politique, au sens noble du terme, reconnaisse précisément les différences, c'est-à-dire la pluralité, mais au sens y compris conflictuel du terme, par le dissensus, précisément pour éviter la discrimination. Et je voudrais en tout cas que votre exposé pousse vraiment à interroger cette question. Un petit clin d'œil à l'art. L'origine du monde, peint par Courbet, s'oppose formellement à l'origine du monde biblique. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une nécessité? On rentre un peu dans le champ de notre réflexion féminin et universelle. Bon, c'est une petite question humoristique, mais qui pose quand même, je crois, une base fondamentale sur la domination masculine, la différence des sexes, etc. Ça n'en est pas directement dans l'œuvre d'Étienne Tassin, encore que peut-être il a évoqué cet aspect-là. Voilà, c'est une petite question que je me permets de poser à Madame par rapport à sa réflexion qui m'a beaucoup intéressé sur l'art et sur, on pourra dire, tout ce qu'on peut imaginer autour de l'art, y compris que l'art peut créer le monde tel que vous l'avez bien précisé. Je ne sais pas
Je pense que je vais recevoir le clin d'œil avec plaisir, mais je vous envoie un autre. Je suis parfaitement incapable de répondre en peu de temps à cette question, qui n'est d'ailleurs pas une question, je pense. C'est pas grave, à mon avis. Mais je voudrais juste profiter peut-être du fait que j'ai le micro. J'ai bien aimé que Denis évoque le caractère festif des cours, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous senti, même si on n'était pas... Alors, on était le collègue, la joie, quoi. Et la joie, elle était pour lui liée à cette ouverture, liée à l'idée même de citoyenneté du monde, en fait. Il le dit d'ailleurs clairement, puisqu'il cite Jaspers à ce sujet, hein, sur le côté exaltant, et reprenant Jaspers, le côté exaltant de l'idée de monde. Mais ça nous fait aller justement dans ces transversalités que vous avez évoquées de manière très juste, j'ai trouvé. Et cette joie, elle va de pair avec, pourtant sans contradiction, et c'est ça aussi que je trouve tellement précieux chez lui, avec cette confrontation aux conflictualités, c'est-à-dire vraiment avec une manière de prendre acte de ce qu'est le monde, c'est-à-dire menacé de destruction quand même, c'est un horizon terrible. Et néanmoins, cette notion de monde est porteuse de joie. Il y a une espèce de gai savoir comme ça de la naissance du monde chez Tassin que je trouve vraiment un cadeau, quoi. Parce qu'il n'est pas payé il ne va pas de pair avec un déni de réalité du tout, au contraire. Votre évocation du tableau de Courbet m'a fait penser à quelque chose à laquelle je pensais tout à l'heure en écoutant la première table ronde. Il a été le mot d'enfantement a été employé pour essayer de penser cette idée d'action qui est la sienne. Alors, je crois que la conception de la politique d'Étienne Tassin, effectivement, nous laisse devant un certain nombre de problèmes, parce que l'un des problèmes qu'on a tous, en tout cas tous ceux qui avons enfanté, sans prétendre femmes, mais ceux qui avons fait des enfants, c'est qu'après, ils existent. C'est-à-dire qu'on lâche, c'est-à-dire on enfante et après on a des hommes et des femmes. Et donc après ils se mettent à exister. On parlait beaucoup d'institutions, de l'action, de la durée, de la permanence, etc. C'est bien plus compliqué que cela, que le fait de la durée, de la permanence, de la stabilité. C'est qu'ils se mettent à faire des choses, ils se mettent à exister par eux-mêmes. Et c'est bien là le problème de la politique, c'est-à-dire que nous faisons des choses et après c'est ce que nous avons fait. Bien prend vie, quoi. Et voilà, c'est un peu. Il nous laisse devant cette problématique qui est extrêmement complexe, qui est celle de la création, hein, de la création de la création d'un monde, d'institutions, de règles, de tout un tas de choses qui organisent notre vie inconséquente et contre lesquelles nous rentrons en conflit, un peu comme avec nos enfants quand ils deviennent adolescents. Déjà, merci beaucoup pour vos différentes interventions. Et en tout cas, je sais que tout à l'heure, Catherine me posait la question sur ce rapport d'Étienne à l'art, et je me dis que peut-être aussi dans les membres de sa famille qui sont proches des arts, peut-être plus fort. En tout cas, de savoir comment Étienne incluait ça dans son travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans beaucoup de ses écrits, il se réfère aux pratiques artistiques, mais avec une vraie considération, admiration après par rapport à vraiment ce que tu dis par rapport à Arendt, je ne saurais pas répondre. Mais bon, bref, je me dis que peut-être si d'autres veulent prendre la parole, ça peut être intéressant de les entendre. Mais je voulais poser une question à Denis sur la question de la diagonale, puisqu'en tout cas, il y a un endroit où Étienne avait une part artistique, qui est un endroit de la fiction. Il a inventé des histoires, en fait, souvent, et puis vous en avez parlé avec les personnages qu'il peut prendre dans différents livres. Et je me dis par rapport même à Xénopolitique, il avait inventé récemment cette fiction de la Xénopolis qu'on a repris du coup dans le titre de Tumulus, mais la ville de l'étranger. Donc c'est un petit texte sur qu'est-ce que ce serait cette ville des étrangers. C'est un texte très joyeux d'ailleurs. Qui est très joyeux, c'est pour ça que je pensais à ça quand tu parlais de la joie. Et donc c'est le Étienne utopiste, inventeur de micro-fiction, mais qui génère des possibles. Et je me demandais, parce que je n'ai pas encore lu la diagonale des conflits, dans cette idée de diagonale, justement, il y avait aussi possiblement une fiction à laquelle vous travailliez ensemble, parce que c'est des échanges qu'on avait régulièrement avec Étienne et d'autres sur la question de l'oblique, qui serait justement
une sorte d'alternative entre la verticalité du parti et l'horizontalité des luttes disséminées. Comment trouver une diagonale qui serait une forme justement d'institution entre, une forme de résistance qui relierait différents points de résistance à travers le monde, donc des choses qui pouvaient se passer à Calais avec des choses qui se passent en Grèce, avec des choses qui se passent en Haïti, et du coup d'inventer une sorte comme ça de construction d'alternatives obliques. Est-ce qu'il y a cette dimension aussi de proposition dans l'ouvrage, ou c'est plus un relevé en fait que vous faites? Non, si, c'est une proposition dans le sens où c'est une métaphore relativement simple et naïve, mais de prendre justement la démocratie, non pas dans ce qu'elle a de points fixes, structurés par des formes, des côtés, etc., mais de ces sauts qui peuvent se produire d'un sommet à l'autre en ne suivant pas le périmètre institutionnel, etc. C'est l'idée que c'était trouver un titre aussi et une structuration à l'idée que la démocratie prenait naissance perpétuellement par tous ces conflits dont le livre est fait, parce qu'il raconte des expériences conflictuelles de la démocratie, et aussi parce qu'il y avait effectivement une perception de la conjoncture politique dans laquelle on rentrait aussi bien en Argentine qu'en France, où le conflit était comme quelque chose qu'il fallait éviter parce qu'il mettait en danger l'harmonieuse vie de la démocratie, disons, qui devait être plutôt faite d'échanges discursifs, mais sans conflit, disons. Le conflit posait problème, et c'était une volonté assez affirmée de dire non, ces conflits font la démocratie elle-même, et elle devient ce qui était un carré devient un polygone, ou ça devient un triangle, etc. Donc c'est ça un peu l'idée de la diagonale, hein, le fait qu'il y a des ruptures, des changements de forme, de recomposition, de réinstitution, de réagencement, etc. Qui demande en même temps, d'un point de vue d'écriture et de gestes théoriques, un réagencement des choses, de faire entrer. Souvent, il y a ça dans ces travaux, de faire aller ensemble des choses qui ne vont pas ensemble, une sorte de mise en scène un peu improbable, une situation qui réellement ne se rencontre pas, mais que par un geste d'écriture, on peut les mettre en relation. Donc je me demandais si... Mais vous avez répondu. Il n'y a rien de très sophistiqué dans l'idée du titre. C'est une manière justement de pouvoir tenir ensemble, à travers une idée simple, cet ensemble de récits, d'analyses, d'expériences de la démocratie. La demande de Camille me fait me ressouvenir que je ne crois pas me tromper, ceux qui connaissent très bien Étienne me corrigeront éventuellement, mais il avait d'abord en tête, et il a longtemps hésité, une thèse sur Diderot et pas sur Arendt. Hein. Et j'ai le souvenir de réunions des comités de rédaction du Cahier de philosophie où il adorait nous lire des passages de Jacques le Fataliste. Et il avait une jubilation en lisant Jacques le Fataliste qui montrait qu'il se disait que c'était quand même ça la meilleure façon d'écrire de la philosophie. Hein. Et je pense que ça, avec l'affaire de... J'ai repensé en voyant l'utilisation qu'il fait de Rouletabille dans son dernier livre. Hein, il y a toujours eu une espèce de côté malicieux, et c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop qu'on se prenne excessivement au sérieux. Hein. Puisque j'ai le micro, non pardon, mais c'est juste parce que tout à l'heure vous avez dit quelque chose sur la théâtralité que je crois qu'il n'est pas tout à fait... Enfin, en tout cas on pourrait discuter sur en tout cas le problème qu'il y aurait à penser l'action simplement sur ce registre de la théâtralité, mais quand vous dites cette théâtralité-là, c'est une théâtralité très frontale, c'est-à-dire c'est un acteur qui se représente face à des spectateurs et l'action se tient à un endroit de représentation. Or je pense que justement, et dans un des autres numéros de la revue Tumulte que Étienne avait coordonné, je ne sais plus s'il était seul ou avec d'autres, mais ça s'appelait Politique du praticable, et il revenait justement sur cette question de la théâtralité, et notamment dans ce qui peut être constitutif du théâtre contemporain ou de la danse, je regarde Marie, le fait que c'est pas simplement une frontalité, mais que c'est aussi créer des expériences et du coup redistribuer des possibles au sein desquels le spectateur est aussi agissant
sur le plan d'action. Le théâtre n'est pas juste l'acteur qui entre en scène et qui montre, mais c'est redistribuer les conditions depuis lesquelles une action a lieu, et le spectateur pris dans la scène est aussi constitutif de ça. Et je pense qu'il y a quelque chose dans sa conception de l'espace public qui justement est plus proche de cette théâtralité-là expérientielle que de la théâtralité de l'acteur faisant face seul. Présentation. Voilà. Il nous reste 1 minute, si nous voulons être en rapport avec le temps imparti. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas de voix qui se lève, eh bien nous allons refaire une pause d'un bon quart d'heure et nous passerons la parole à Christiane Voller qui modérera la 3e rencontre sur la condition migrante.